Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je prends la parole face caméra sur mes vidéos. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je poste des vidéos sur YouTube. À la base, c'était surtout pour moi, mon entourage. Puis petit à petit, c'est vrai que j'ai commencé à développer une certaine méthode pour le travail à pied en liberté que je commence à vous partager dans les descriptions de mes vidéos. Actuellement, je suis en train de suivre une formation avec Catherine Sen qui utilise beaucoup la voix pour le travail en liberté. Une méthode très douce, très compréhensible du cheval. Et ça va me permettre de devenir officiellement comportementaliste et éducateur équin à la suite de cette formation. Et ça va surtout me permettre d'avoir des clés en plus pour compléter ma méthode. Je suis également en parallèle quelques formations avec Marie Madec. Donc si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être aussi faire quelques vidéos pour que vous suiviez notre apprentissage, notre évolution au fil de ces formations. Voilà, à vous de me dire en commentaire. Donc ici, pourquoi je prends la parole aujourd'hui face à vous, c'est pour une nouvelle série de vidéos. Donc ce ne sera plus seulement le travail des chevaux. Je vais vous parler de notre grand projet qui est de s'installer, donc Caresse à Bantos et moi, avoir notre propriété. Donc voilà, j'ai enfin trouvé un grand terrain de 3 hectares avec une belle partie à bâtir et derrière toute une partie en agricole pour avoir des belles prairies. Le projet est donc d'y établir notre propriété, mais en plus de pouvoir ensuite, grâce à mes formations dont je viens de vous parler, donner quelques cours à des gens qui ont des problèmes avec leurs chevaux, des problèmes d'éducation, des problèmes de comportement, et en plus prendre éventuellement des chevaux en pension travail pour régler des problèmes qui nécessitent un travail un peu plus long. Donc voilà, j'essaie de prévoir toutes les installations pour avoir le meilleur cadre de vie pour tous les chevaux. Voilà. Au fur et à mesure que je cherchais le terrain, que je commençais à réfléchir au plan, à contacter les entrepreneurs pour avancer dans mon projet, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de questions, de normes à connaître et de choses qu'au final, si on m'avait donné les informations en amont, j'aurais été beaucoup plus vite dans mes recherches et j'aurais peut-être eu moins aussi de désillusions parce que voilà, j'avais trouvé d'autres terrains avant qui ne convenaient pour finir pas du tout à mon projet. Cette série de vidéos, c'est d'une part pour vous montrer un petit peu comment on va avancer dans les constructions, dans les travaux, je me dis que ça peut être sympa de partager ça, et également de vous donner des conseils, des explications sur toutes les règles à suivre, les petites choses à savoir avant de trouver un terrain, avant de commencer à faire des plans, etc. Je vous propose de commencer par vous montrer le plan de mon projet. Comme vous voyez, on aura donc une maison avant rue, ici en orange. Nous aurons en bleu les écuries, voici également les plans des écuries. Donc on sera quand même sur une belle surface, 200 m². Je vais reprendre en fait le système que j'ai à présent, c'est-à-dire 3 box pour la nuit, et en face, 3 box de jour, c'est-à-dire qui sont systématiquement ouverts sur les paddocks, sur les prairies, qui servent d'abri, les chevaux rentrent et sortent comme ils veulent. À droite, vous voyez, il y a un grand espace de stockage pour le foin, la paille, le matériel de travail, etc., etc. Et également salle de pansage. Le grand paddock, on va essayer de faire à peu près 100 m² par cheval pour qu'il y ait une belle surface en cas où les prairies soient vraiment trop mouillées, voilà, même si le but c'est vraiment d'avoir des chevaux dehors toute l'année qui sortent, qui puissent se dégourdir. Ces paddocks, comme vous voyez, donnent sur la grande carrière, donc une grande piste d'obstacles pour qu'on puisse quand même faire un beau parcours d'obstacles. Tout autour de cette piste, vous voyez, on aura un beau terrain de cross, avec également quelques obstacles de mountain trail. On a une belle montée sur le côté, donc ce qui permettra de faire par exemple quelques escaliers, des contre-hauts, des contre-bas, peut-être aussi un petit pont. Voilà, ça pareil, on est en train d'étudier, mais voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Après, tout autour de cela, donc on aura les parcelles. Donc ça, je vous montre le plan d'un peu plus loin, comme ça vous voyez. Donc le but est de faire un système de pâturage tournant, pour justement pouvoir mettre les prés en jachère, etc. Avec un système type Paddock Paradise, c'est-à-dire avec les chemins, vous voyez en jaune, vous avez les chemins stabilisés. Ces chemins permettront d'aller d'une prairie à l'autre et d'avoir toujours les pieds au sec dans les chemins de passage qui seront beaucoup plus sollicités. Type Paddock Paradise parce que il y aura une partie des obstacles de mountain trail qui seront accessibles dans leur prairie, donc pour le côté ludique, etc. Des chemins stabilisés qui mènent à chaque point d'intérêt, donc les abris, le paddock, la nourriture, l'herbe, etc. Par contre,
Des pâtures beaucoup plus grandes, voilà, qu'en Paddock Paradise. C'est vrai qu'en Paddock Paradise, l'accès à l'herbe est beaucoup plus limité, ce que je trouve parfois un peu dommage, parce que du coup le cheval bouge parfois un peu moins suivant la surface. Donc voilà, donc c'est un Paddock Paradise mais agrandi. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez un peu des idées pour structurer vos pâtures, structurer votre Paddock Paradise, votre écurie active, enfin tout ce que vous voulez, vous aider aussi à choisir un système. Moi je me suis tournée vers Cheval au Vert, je vous mettrai le lien en description. Donc c'est un cabinet de conseil qui est dans la région du sud du Luxembourg. Et notamment aussi, ils peuvent venir chez vous, analyser votre terrain et vous dire si vous pouvez par exemple faire du foin, si vous avez des plantes toxiques, si vous devez ressemer, comment vous devez entretenir vos prairies. Et ça c'est vraiment très très intéressant. J'avais suivi une formation également avec eux et je vais les faire venir sur mon terrain pour qu'ils puissent justement analyser mon herbe, me conseiller sur le temps de jachère, parce que d'un terrain à l'autre, le temps de jachère n'est pas du tout le même. Donc je vous conseille vivement de les contacter si vous avez des questions. Et de nouveau, si ça vous intéresse, dans les prochaines vidéos, je peux vous reparler du retour qu'ils m'ont fait par rapport à mon terrain. À vous de me dire. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu justement de quelques règles, de quelques conseils que moi j'aurais aimé avoir avant de choisir mon terrain. Donc on va commencer par des grandes généralités, à savoir d'abord que tout ça s'applique principalement à l'endroit où je suis, donc à la province du Luxembourg en Belgique, plus particulièrement dans le sud de la province. Ça peut changer d'une région à l'autre. Donc d'abord au niveau grande généralité, vous avez donc ce qu'on appelle les zones à urbaniser. Donc là-dedans vous avez les zones d'habitat à caractère rural, zones économiques, zones de loisirs, etc. Donc là on peut mettre du bâti sous certaines conditions suivant le type de zone. Ensuite vous avez les zones non urbanisables, donc tout ce qui est agricole, espace vert, zones forestières, etc. Où là, normalement on ne peut pas construire, sauf à certaines conditions, et je vais vous en parler tout à l'heure avec la zone agricole notamment. En ce qui est de la zone à bâtir, pour la zone d'habitat à caractère rural, en général en Belgique, cette zone s'étend depuis la route ou le milieu de la chaussée, ça dépend un peu. En général on prend le milieu de la chaussée et on compte 50 mètres jusque dans le terrain, et là vous êtes sûr c'est notre zone à bâtir. Là, la première chose quand vous voyez un terrain, c'est vraiment de téléphoner à la commune, à l'urbanisme, et de demander les prescriptions urbanistiques pour le terrain. Parce que ça peut faire changer tout votre projet. Donc ils vont vous dire la surface au sol minimum de la maison, en général c'est 70 mètres carrés. La prescription au niveau des tuiles, des types de briques, également leur demander est-ce qu'il y a l'électricité qui passe à rue, les égouts, l'eau, voilà, c'est tous des points importants. Il y a également beaucoup de choses que vous pouvez regarder sur le site WallonMap. Donc ça je vais vous le mettre aussi en lien dans la description. Ça vous permet de voir les numéros de parcelles cadastrales, les zones inondables, c'est très important aussi à regarder. Vous pouvez également faire des mesures, ça c'est vraiment très, très utile quand vous vous dites voilà, est-ce que ma maison va rentrer, est-ce que mes écuries vont rentrer. Ce site est vraiment très utile. Et sur ce site également, il y a un deuxième lien que je vous mets en description avec la carte des sites archéologiques. Si votre terrain se situe dans cette zone archéologique, et vous verrez qu'en Belgique, les zones sont très très grandes, une fois que vous rentrerez votre permis à l'urbanisme, ils devront demander l'avis à l'agence wallonne du patrimoine ainsi qu'aux fonctionnaires délégués. Ça je vous mets aussi en description. A savoir que cette carte existe depuis le 1er juin 2019, mais qu'elle n'a jamais vraiment été utilisée, elle n'était pas officielle. Donc moi quand je me suis renseignée à l'urbanisme, ils m'ont dit qu'au départ ils demandaient ces avis, et que les avis n'ont jamais été négatifs. C'est plutôt rassurant. La petite subtilité, c'est que le 15 février 2023, le Conseil d'État a annulé un permis d'urbanisme parce que ces deux avis n'avaient pas été demandés en amont. Donc du coup, depuis, le Conseil d'État, apparemment, considère que cette carte à valeur juridique est obligatoire. Ensuite, toujours au niveau de l'urbanisme, je vous montre là sur cette petite slide quelques règles importantes. Je vous disais tout à l'heure qu'en zone agricole, on peut bâtir sous certaines conditions. A savoir que les gens qui ont le statut d'agriculteur peuvent bâtir sans problème à partir du moment où cela est utile pour leur exploitation. Donc que ce soit tous les bâtiments agricoles, la maison d'habitation de l'agriculteur. Donc eux ont beaucoup moins de problèmes. Quand on n'est pas agriculteur, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi c'est pour ça que je fais toutes mes constructions sur la zone à bâtir. Parce que pour les box par exemple c'est autorisé, mais on a droit à un seul abri par propriété. Donc du coup on doit tout regrouper en un seul bâtiment. C'est 60 mètres carrés maximum, plus 15 mètres carrés pour le stockage. Et en général ils considèrent qu'on peut avoir des box de 3 mètres sur 3 ou de 3 mètres sur 4. Ensuite, en zone agricole, on a tout à fait le droit de bâtir une piste équestre inférieure à 2000 mètres carrés. Par contre il faudra à la fois un permis de bâtir qui n'est pas toujours facile à obtenir pour les pistes,
plus une déclaration environnementale de classe 3. Également, la piste doit se situer à plus de 50 mètres des habitations voisines. Également, vous voyez sur cette slide tout ce qui est bâtiment de stockage, écurie. Là, c'est minimum 20 mètres. Pour toute construction, c'est minimum 20 mètres des cours d'eau. Toute construction, tout changement au niveau du sol. Donc même si c'est un chemin empierré, normalement, ça doit être à plus de 20 mètres des cours d'eau. Également, ce qui est très important quand vous achetez un terrain, c'est de vérifier qu'il est libre d'occupation. Moi, par exemple, sur mon terrain, il y avait des vaches qui étaient présentes au moment où on a signé le compromis. Et c'est vrai qu'avec la notaire, on s'est un peu posé la question de savoir s'il y avait un bail à ferme. Dès qu'un fermier exploite des terrains, il peut acquérir assez facilement un droit dessus. Donc pour le bail à ferme, il faut qu'il y ait une exploitation agricole par l'agriculteur et un paiement, ce qu'on appelle un fermage. Normalement, tant qu'on ne sait pas prouver qu'il y a eu un paiement, qui peut être aussi un paiement en nature, on ne peut donc pas prouver qu'il y a bail à ferme. Toujours à vérifier ça avec votre notaire, ça peut être un peu compliqué, surtout qu'un bail à ferme peut être conclu sur une base simplement d'un accord oral. Donc voilà, ça c'est toujours bien à vérifier si vous sentez que votre terrain est exploité, qu'il y a des vaches encore présentes dessus, que l'herbe est rase, donc on sent que ça a été fauché il n'y a pas longtemps. Il vaut mieux vérifier, passer par le notaire qui contactera les agriculteurs autour de vous. Et comme ça, vous êtes sûr. Également, en parlant du notaire, ça peut être quelque chose dont vous pouvez parler dans vos conditions suspensives. À savoir que quand vous achetez un terrain, il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a l'offre, puis il y a le compromis de vente et ensuite l'acte authentique. Entre le compromis de vente et l'acte authentique, il y a à peu près 4 mois. L'offre est facultative, des fois on passe directement au compromis de vente. Donc le compromis de vente, ça va être un papier où on se met d'accord sur toutes les conditions de la vente. Et il faut que toutes les conditions soient déjà présentes dans ce papier. Sinon, quand vous passerez à votre acte authentique de vente, vous ne pourrez rien rajouter. Donc par exemple, quand on parlait du bail à ferme, ça peut être une des clauses suspensives justement, où vous dites, s'il y a présence de bail à ferme, la vente est nulle. Voilà. Donc ça, si vous n'avez pas encore eu le temps de faire les recherches au moment du compromis, vous avez comme ça encore 4 mois pour faire les recherches, et si au bout des 4 mois vous vous rendez compte qu'il y a un bail à ferme, la vente est caduque. Également, comme condition suspensive, on peut parler du droit de préemption, parce que justement un fermier qui a un bail à ferme a un droit de préemption sur le terrain, c'est-à-dire qu'il a une primauté sur la vente. Donc, une fois que le terrain est en vente, le notaire a l'obligation de prévenir le fermier, de lui dire voilà, le terrain a été proposé à ce prix-là, est-ce que, vu que vous avez la priorité, vous voulez l'acheter vous à ce prix-là? S'il refuse, plus de droit de préemption, on repasse en priorité. Voilà. Également, comme clause suspensive, on peut parler de la clause d'obtention de crédit, que vous avez bien un crédit avec votre banque. Donc ça peut être très utile également. À savoir qu'au niveau du crédit, nous, on a eu quelques difficultés parce que pour tout ce qui est construction et caisse, c'est très difficile. En général, je vous conseille vraiment de le faire un maximum sur fonds propres parce que les banques prêtent beaucoup moins facilement, c'est beaucoup moins valorisable pour tout ce qui est écurie, piste, etc. Malheureusement, c'est plus compliqué. Et la banque va aussi vous demander des devis très précis, que ce soit pour la maison, pour le terrain, pour toutes les constructions, vous devez déjà fournir en amont les devis les plus précis possibles. Et une dernière clause suspensive qui je pense est intéressante, la liste n'est évidemment pas exhaustive, c'est éventuellement l'obtention d'un avis favorable de l'urbanisme pour votre projet. Donc pas un permis d'urbanisme parce que là il faut pratiquement 6 mois, donc là ça peut être un peu trop long, mais ce qu'on appelle un CU1, donc ça veut dire un avis de principe qui va être fait sur un plan de masse, où vous rentrez le plan avec un architecte de votre projet avec les dimensions exactes, et là ils pourront vous dire oui de principe ou non de principe. Voilà, ça vous permet déjà d'être confiant avant de rentrer le permis d'urbanisme, d'avoir le CU2 et le permis d'urbanisme. Voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu et surtout qu'il vous aura apporté des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'évidemment ce sujet est vraiment sans fin. Et si ça vous plaît, je continuerai à faire des vidéos comme ça au fur et à mesure des constructions, au fur et à mesure de mes avancées, de mes questions, de mes questionnements. Voilà. Une très bonne journée à vous, à bientôt!